À 40 ans, à 50 ans maintenant, on sait ce qu'on veut. On a l'expérience. On a essayé beaucoup de choses avant. Donc, les choix qu'on fait, on les fait en connaissance de cause. Il faut toujours avoir un projet parce que c'est son projet, c'est son étoile qui nous aspire dans ce qu'on est. On est tous faits pour quelque chose. Il faut le trouver. On est tous faits, on a tous une capacité. Mais il faut la trouver, il faut la chercher, il faut se poser les questions. On doit tous avoir, et pas tous la même chose, c'est sûr. Moi, j'ai choisi le métier de vigneron, mais il y en a d'autres qui vont choisir de faire un autre métier, une autre passion, de la peinture, ou même un métier qui peut paraître un métier peut-être difficile, mais où on va prendre du plaisir à le faire. C'est bon, ils ont fini pour le casse-croûte, là. Ils ont ce petit carré là à faire, ils sont tous dedans. Dans 10 minutes, c'est fini. Mes parents avaient une petite entreprise de fabrication d'instruments de chirurgie. Et ma mère m'avait toujours dit, t'as trop mauvais caractère, tu travailleras jamais avec nous. Bon, quand j'ai eu fini mes études, j'ai fait une école d'ingénieur, et puis un institut d'administration des entreprises derrière. Mes parents m'ont demandé si je voulais revenir avec eux. Eh Lolo, hein, on boit un coup. Hein, on boit un coup, ah ouais, obligé là. J'ai travaillé en collaboration avec mes parents de façon merveilleuse, et c'est ça qui était extraordinaire. J'étais un petit peu le chien fou qui courait dans tous les coins, qui développait les produits, qui allait voir les clients, les chirurgiens, que je me faisais comme ami, et on développait plein de choses. Et j'ai développé l'entreprise, on a travaillé à créer des implants orthopédiques. On a fait une société dont on est devenu un des leaders européens en matériel orthopédique. Mais c'était la course, ça a été très bien tant que je créais mes produits, tant que j'inventais, tant que j'étais dans les bureaux de recherche, tant que j'étais en contact avec mes chirurgiens. C'était merveilleux. Et puis l'importance de l'entreprise a fait qu'on ne fait plus son métier. On fait de la gestion sociale, on fait du comité d'entreprise, on fait plus son travail. Et ça me plaisait de moins en moins. Et donc j'ai préféré vivre une autre vie. Mais c'est incomparable. Je vis ma vie. Alors qu'avant, je vivais mon agenda. Je prenais mon agenda, ma secrétaire avait préparé mes rendez-vous, et on prenait telle heure, 10 heures, de là, tac, tac, et on suivait. C'est inimaginable. On est des robots. On suit les rendez-vous les uns derrière les autres. Et on explique qu'on ne peut pas prendre plus d'une demi-heure ou de 3/4 d'heure, excusez-moi, parce que j'ai des contraintes. Et les gens comprennent. Ils le savent, que vous êtes un homme important et que vous ne pouvez pas leur accorder plus de temps. L'opportunité est arrivée que j'ai eu une proposition assez exceptionnelle des Américains qui ont voulu racheter l'entreprise. J'ai vendu l'entreprise et je me suis demandé ce que j'allais faire. Depuis une dizaine d'années, je faisais mon cidre à la maison. J'achetais 4 tonnes de pommes dans le sous-sol et avec mes 2 enfants, on faisait notre cidre. On écrasait les pommes, on pressait nos pommes, on les mettait en bouteilles. J'avouerai qu'il y avait quelques bouteilles qui explosaient pendant l'hiver. Mais c'était sympathique, on passait des bons week-ends ensemble à faire notre cidre. Et puis de là, je me suis dit, c'est peut-être quelque chose qui m'attire quand même. Et j'ai cherché un domaine, et j'ai eu l'opportunité, parce que c'est quand même très exceptionnel en Bourgogne, de trouver un domaine.
Il y a un moment de recherche, de point de repère. Parce que entre 97 et 98, j'avais plus aucun point de repère. Divorcé, vendu la maison, vendu la société, tout, même perdu mon chien, tout. À cette époque-là, il n'y avait plus aucun point de repère. Donc j'ai tout reconstruit, tout. On s'est entouré de meubles, d'objets, de tout ce qu'on aime. On a refait toute la maison, on est en train de refaire toute la cuverie, tout est neuf. Mais en fonction de ce qu'on aime nous. Donc on est dans le bonheur parce qu'il n'y a aucune contrainte. Tout ce qui nous entoure, c'est ce qu'on aime. Donc on est bien. Oscar, viens Oscar, viens. Oscar, viens mon Oscar, viens. Je suis en plein apprentissage et je découvre tout, puisque dans la cuverie, tout est neuf, y compris moi. Donc j'apprends tout. Donc on est en train de, ensemble, cuve, matériel et moi, de nous apprécier les uns les autres. Mais ça se passe bien. On a un environnement de conseil, on a un environnement de gens qui viennent vous dire attention, il faut surveiller ça, il faut faire comme ça, moi je serai à ta place, je ferai ça. Le dernier choix me reste. C'est moi qui décide à la dernière seconde. Mais j'apprécie énormément tous ces conseils et j'en tire la substantifique moelle. C'est un petit peu le hasard, mais ça ne se serait pas fait sans ma compagne d'aujourd'hui. C'est vrai. Moi, je suis émerveillé par sa capacité d'adaptation. Elle habitait Paris, c'est une vraie Parisienne, et je lui ai pas posé la question, je lui ai pas dit voilà le type de vie qu'on va faire, voilà les choses comment ils vont se faire. Puisqu'au début, quand nous sommes venus ici, il y avait un régisseur, donc on faisait que de contrôler, de surveiller, on n'était pas aux manettes. Il faut quelque chose de fort pour qu'une personne qui était excessivement parisienne, toilette, sortie et tout, et que d'un seul coup vous la retrouviez habillée en vigneronne au milieu des vendangeurs et des vignerons. Hein. Il faut qu'il y ait quelque chose, une passion forte partagée. C'est même elle qui me pousse aujourd'hui, c'est même elle qui m'encourage à aller dans la cuverie et dire tu vas faire ton propre vin tout seul. Donc c'est qu'elle y trouve du plaisir. 15 degrés non, mais ça. Je fais 15 degrés, densité 15 degrés. Ah bah c'est bon. Donc elle était à 15 degrés.
peut-être que par moment, il me manque un petit peu une excitation intellectuelle que j'avais avant, parce que j'étais toujours dans un milieu quand même de recherche perpétuelle d'amélioration pour le malade, de qualité de produit, et ainsi de suite. Je ne l'ai plus. Aujourd'hui, je fais la recherche pour l'amélioration d'un produit pour la santé de tous les vivants. Alors, c'est pas plus mal. La définition de mon entreprise, c'était une technologie pour la santé. C'est exactement la même chose ici. Hein. C'est une belle technologie pour la santé, le vin. C'est sûr. Les gens viennent s'y recueillir, c'est là où la vie s'éteint et les vivants viennent voir les morts. Voilà ce que c'est qu'un cimetière, mais le cimetière, c'est pas aussi que la tristesse, ça peut être aussi une forme on peut pas dire de revie, mais quelque chose comme ça. Disons que les gens qui viennent dans un cimetière, c'est pourquoi? Pour pas qu'ils oublient quelqu'un, donc c'est en mémoire, disons que c'est ça le cimetière. Comme beaucoup, j'ai connu le licenciement. Et puis par le biais de mon mari, qui à l'époque était fossoyeur, il cherchait un couple il cherchait un couple. Donc j'ai posé ma candidature et puis de fil en aiguille,
J'ai eu la place, mais j'ai eu de la chance d'avoir les prédécesseurs qui avaient de la sympathie pour mon mari et puis et qui nous ont énormément appuyés. Mais c'est vrai, quand je suis arrivée ici, j'étais un petit peu dépassée parce que je ne savais pas, disons, quelle attitude avoir quand les gens venaient au bureau. Je ne savais pas s'il fallait que je les reçoive, s'il fallait que je sois triste, s'il fallait que je sois avec le sourire. Je ne savais pas le comportement à adopter. Puis après, au fil des années, je me suis dit, je vais rester naturelle. C'était pas du tout ma profession. Disons, on m'a pas formée pour être dans le cimetière. C'est vrai que les premiers temps, j'avais 25 ans, je le percevais, j'étais comme tout le monde, oh là là, dans un cimetière. Et puis c'est vrai que c'est un travail comme tout le monde, on l'assume. On m'a fait un cadeau de travailler ici parce qu'en fin de compte, j'ai trouvé mon équilibre. Je sais que maintenant, je suis là, et je n'aurais pas changé ma place pour aller, par exemple, être gardienne d'immeuble. Moi, je trouve que je suis 100 fois mieux plus à l'abri dans un cimetière que dans une cité. Mon premier travail, c'est d'ouvrir le cimetière. Ensuite, si cette journée se passe sans convoi funéraire, on peut dire presque tant mieux. Et si, par exemple, j'ai une démarche administrative, donc je reçois un coup de fil d'une maison de pompes funèbres, on me donne le nom de la personne qui est décédée. Ensuite, je fais des recherches pour savoir si cette personne a un emplacement, donc on me donne le numéro de concession. Je lui précise si c'est une pleine terre ou un caveau. Gilles, bonjour, c'est Geneviève. Les fosses consistent en 3 catégories, la fosse triple, 3 personnes, double et simple. Donc si la personne a déjà 2 corps dedans, elle peut être en fosse simple. Donc là, je dis à la maison de pompes funèbres, ok, on peut mettre la personne, mais il y aura exhumation. Donc on fait les papiers d'exhumation. Je téléphone en mairie pour qu'ils préviennent la vacation de police, puisqu'il y a une vacation de police. Je donne les renseignements. Si c'est un caveau, je précise l'ouverture du caveau, puisqu'il y a 2 sortes d'ouvertures. Une ouverture devant, sur l'allée, et les caveaux vers dessus, où on enlève tout d'un seul tenant, le monument, et c'est un bouchon relief, quoi. Disons que c'est un travail de présence surtout. Il faut aimer rester chez soi, pouvoir écouter les gens, parce que les gens ont besoin d'écoute surtout. La mort, c'est quelque chose qui nous dépasse. Comme la mort, ça reste tabou, et on n'ose pas en parler. Et c'est vrai que les gens qui viennent, qui sont perdus, je me dis, ils ont raté quelque chose du temps que la personne était vivante ou était en bonne santé, parce que parler de la mort, ça ne va pas nous faire mourir plus vite, hein. Moi, je vis toute l'année dans un cimetière. C'est pas pour ça que je suis morbide ou je vis comme tout le monde. J'aime rire, j'aime la vie en fin de compte. Mais ça m'a fait doublement réfléchir. Dans ce milieu-là, on en parle bien plus souvent qu'une personne qui travaille dans un bureau ou une vendeuse de parfumerie ou dans une usine. On n'a pas les mêmes conversations. Je pense que dans une famille, que vous habitiez dans un cimetière, que vous habitiez dans une cité, l'essentiel, il faut que la famille soit soudée. Dès l'instant qu'elle dialogue et qu'on parle de tout,
Parce que c'est vrai que dans une famille, il faut parler de tout. Et la mort, eh ben, c'est pas parce qu'on parle de la mort qu'on sera... Moi, je sais que ma fille, elle sait mes volontés. Ma fille, c'est la volonté de son papa, et c'est pas pour ça qu'elle nous demande tous les jours si on va mourir, non. Et elle a que 12 ans, ça l'empêche pas de vivre. Et puis, comme ça, si un jour il arrivait une catastrophe, elle serait pas dépassée par les événements. Si je meurs et que ma fille n'est pas finie d'élever, je veux que mon mari fasse le moins de frais possible pour qu'il consacre nos économies à notre enfant. Et puis moi, de toute façon, il y aura toujours une partie de moi dans ma fille, il y aura toujours une partie de moi dans mon mari. Donc je me dis, c'est pas parce que j'aurai pas de monument qu'ils m'auront oublié, parce qu'on n'oublie pas ceux-là qu'on aime. Et si ma fille est adulte, je voudrais l'incinérer, mais moi je veux pas être en terre, je voudrais une colonne sur un côté d'une stèle avec mon urne dedans. Ou alors, comme j'aime les roses, ben, pas de monument, et puis qui me jettent mes cendres dans un rosier. Et comme ça, tous les gens qui m'ont connu, qui m'ont aimé, en voyant une rose, ils auront une pensée pour moi. J'espère que la vie tournera bien, qu'elle fera bien les choses, et que ça soit ma fille qui m'enterre et non moi qui enterre ma fille. Parce que ça serait difficile, je l'assumerais de toute façon, mais j'aurais plus rien qui me raccrocherait à la vie. Parce que ma fille, je l'ai créée, je l'ai mis au monde. Newton! Bruce Lee, bon, elle n'aura jamais la chance de le connaître, puisque c'est une personne qui est décédée, mais c'est une passion, oui. Et au mois de juin, là, bon, bah, on l'a emmené voir la tombe de son idole, puisqu'on pouvait pas, elle ne pourra jamais le voir en naturel. Donc on l'a emmené à Seattle voir la tombe de son idole. Elle ne savait pas si elle voulait aller à Seattle, où Bruce Lee repose, ou aller en Chine voir le mode de vie puisque Bruce Lee est chinois, donc elle ne savait pas. Et puis après, elle a dit en fin de compte, il repose à Seattle, donc je vais aller sur sa tombe. Plus tard, je pense qu'elle ira en Chine pour chercher, elle nous dit plus tard, elle ira déjà faire des stages chez les moines Shaolin. On aime son chez-soi, même si c'est dans un cimetière, on aime rentrer chez soi, on aime, voilà, ses petites habitudes, aller fumer la cigarette le soir sur le banc ou aller se promener comme ça au printemps, quand les jours sont très longs. C'est un parc en fin de compte ici, hein. Ici c'est un parc. Quand il y a... Oui, on aime partir, on aime bien, mais on aime bien rentrer chez soi aussi. Oui, j'étais dans Eh oui.
tout seul, je ne pourrais pas changer le monde parce que bon, je n'ai pas du tout l'intention de donner de leçons, mais il est nécessaire pour moi, et c'est sans doute la mission que je dois accomplir, c'est attirer le regard de chaque personne de manière à ce qu'elle se remette en cause elle-même, face à elle-même dans un premier temps. Il faut que chaque personne que je rencontre, c'est mon objectif, arrive à s'aimer quelles que soient les différences qu'elle puisse avoir avec moi ou avec d'autres personnes. Que ce soit une personne enrobée, que ce soit une personne maigre, que ce soit une personne banale, doit toujours avoir cette image dans son miroir d'une personne qu'elle aime. S'aimer soi-même, déjà dans un premier temps, se connaître ensuite pour un deuxième, et enfin faire accepter la totalité à l'être aimé. La voyance, c'est vrai que ça a démarré très très jeune. Déjà quand j'étais en bas âge, même avant 10 ans, je dirais, j'avais effectivement des flashs déjà qui apparaissaient. Bon, c'était très sourd dans le sens où j'en parlais pas. Mes parents ne pouvaient pas être ouverts à cela, je veux dire, je le pense pas. Peut-être ai-je fait une erreur, mais bon, j'ai choisi donc de le vivre tout seul, cet état. Ensuite, bon, ça s'est concrétisé d'autant plus que j'avais l'impression qu'il y avait tout le temps quelqu'un derrière moi. Une personne que je ne connaissais pas particulièrement, qui était toujours là en train de me guider. Même malgré les erreurs de la vie, et Dieu sait que j'en ai faites, un peu dans tous les domaines. Et bon, depuis ce moment-là, c'est vrai que j'ai passé toute une carrière dans le soin infirmier, ainsi que dans l'équitation, donc, puisque j'étais cavalier moi-même et j'avais une société donc, sur la région. Et maintenant, bon, je suis passé en cabinet déclaré, etc. Et tous les jours, c'est quelque chose de plus en plus beau. C'est vrai que je suis arrivé à cette satisfaction. Et la définition que j'en donnerais, c'est effectivement de transformer ce qui pourrait être ma passion en travail effectif. Le fait de travailler n'est plus un travail, justement. J'arrive pas à employer ce mot travail, d'ailleurs. C'est quelque chose qui est incohérent par rapport à ce que je fais. J'ai toujours été plus ou moins attiré par les religions, en général, ce qui est déjà un des premiers symboles. C'est vrai que je ne me suis pas écarté totalement de la possibilité de devenir prêtre, pourquoi pas. C'était quelque chose qui aurait pu se faire. Mais c'était pas tout à fait ça. Il me faut 9 cartes de la main gauche.
Chaque personne est de toute façon née sous une bonne étoile. Il n'est pas possible de ne pas avoir le même capital chance, le même capital santé que tout à chacun. Par contre, effectivement, chaque personne ne perçoit pas pareil au même moment. On a quelque part tous un ange gardien. Il faut savoir que, encore une fois, tout dépend de l'évolution spirituelle de la personne. Mais il n'y a pas de personne qui soit née sous une bonne étoile ou née sous une mauvaise étoile, non. Ils ne s'écoutent pas eux-mêmes suffisamment, ils n'écoutent pas assez leur conscience, ils ne sont pas suffisamment évolués, peut-être pour percevoir ça. Ils pensent qu'il faut peut-être écarter ça pour le moment, ne s'en occupent pas. Dommage. Dommage. Je pense que ça devrait faire partie d'un système éducatif à l'école où on devrait beaucoup plus percevoir son corps, sentir. Donc il faut repartir sur ça. Bon, malgré qu'il faut de l'écrit, il faut de l'écrit, donc on va mettre de l'écrit. Pour que ce soit tout à fait précis. Donc on va reprendre l'aspect du soleil. Un voyant doit en fin de compte être une personne qui confirme ce que l'on connaît déjà quasiment. Les personnes connaissent déjà les questions et elles doivent en avoir une confirmation. Une consultation de voyance ne doit jamais être destructrice. On peut amener les gens à avoir une modification de leur comportement face à un état, etc. Mais c'est eux qui feront la modification de par ce qu'ils auront entendu. Mais il ne faut pas se mettre à la place du consultant. On donne des conseils. Les voyances conseils sont beaucoup plus importantes que des romances à l'eau de rose. Ça, c'est complètement farfelu. Bon, la voyance, elle est juste à 80%. Hein. Il faut savoir qu'on n'atteint pas le 100%, sinon j'aurais une auréole là-haut. Mais je n'en ai encore jamais vu. Il peut y avoir aussi une erreur. Il ne faut pas toujours chercher la vérité là où peut-être elle ne se trouvera jamais. Les modes de transmission, les modes de communication terrestres n'ont rien à voir avec l'interconnexion des âmes, des esprits, etc., etc. Et tout marche avec cela. Hein, il faut bien se rendre compte que chaque personne, c'est un peu comme les téléphones portables, quoi. Il y a un relais et tout le monde est interconnecté à ce relais, mais tant que la personne n'a pas fait le numéro du voisin, ils ne rentreront pas réellement en contact l'un l'autre. Et bon, il y a des contacts qui ne sont pas possibles. Les gens, effectivement, voudraient être heureux en amour, heureux au travail, heureux en sortie, heureux partout. Mais c'est vrai que c'est assez difficile de leur faire passer le message que c'est eux qui sont acteurs de cette vie-là. C'est pareil, quand je dis la société, ils font partie de cette société. C'est eux qui la font, la société. Ils sont toujours en train de crier après cette société. Il faut faire quelque chose pour la changer. Chaque personne est concernée. C'est pas la société. Je peux montrer la société. C'est tous les gens que je croise.